enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égarer vos fils et vos compagnes. עכשיו אני משאירה את רשות הדיבור לניקול גייג' pour proposer à des petits-enfants de Juste parmi les nations français de venir en Israël. Mais bon, à côté de ça, quand on voit, quand on comprend ce que ça a de sens pour vous, parce que le rendez-vous que nous avons avec vous maintenant chaque année est un rendez-vous qui compte. C'est le sens de l'acte de leurs grands-parents. Ce qui est important, c'est qui ont lavé l'honneur de notre pays, qui ont lavé l'honneur sali par ce que l'on a appelé les collabos. Alors certes, il y en a eu, et Jacques Chirac l'a dit, mais Jacques Chirac a dit aussi qu'il y a eu des justes qu'il a fait rentrer au Panthéon. Et toute l'histoire de la France, c'est celle-là. Ce qu'il faut, c'est faire durer et perdurer. Ce qui me frappe, moi, c'est à quel point, en fait, il ressemble à son arrière-grand-père. Je retrouve exactement le même caractère direct, la même gentillesse, le même sourire, la même gaieté aussi, parce que c'était un homme qui aimait bien la vie, qui aimait bien les gens, et qui nous aimait bien aussi, heureusement pour nous du reste. Et donc c'est un plaisir extraordinaire. Je ne veux pas dire que c'est comme s'il était là, mais c'est ce qui peut s'en rapprocher plus. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que, vous savez, pendant la guerre, tout était faux. On vivait sous de faux noms, on avait des faux papiers. Les gens qu'on appelait oncles et tantes, comme je le faisais avec les arrière-grands-parents de Romain, ils étaient ni oncles ni tantes. Donc tout était faux. Et la chose à laquelle je pense aujourd'hui, c'est que, en fait, tout ce qui était faux est devenu vrai. Parce que après la guerre, quand la vie a repris son cours, ben, la famille, notre famille, elle avait disparu, on n'avait plus. La famille qui nous restait, c'était la tienne. Et ceux qu'on avait appelés tonton et tata pour se cacher, en fait, ben, ils étaient devenus tonton et tata. Et ils le sont restés. Voilà. La
Rosenberg, Hermann Scherrer. À la mémoire de Hermann Hoffmann. À la mémoire de Robert Pierre. On a voulu vous montrer l'Israël de la mémoire, l'Israël du souvenir, l'Israël de la techno, l'Israël du kibbutz ou du moshav, etc., etc., etc. Il y a un Israël dont il faut absolument qu'on parle, même le temps d'un dîner, pour que juste, comme l'a dit tout à l'heure l'ambassadeur, vous puissiez repartir, non pas avec des idées sur tout ça, mais au moins des questions. Vous avez en face de vous des jeunes qui ont, pour la plupart, à peu près votre âge, qui sont engagés dans l'armée israélienne. Voilà les amis, je vous laisse la parole. Et voilà, devant vous, vraiment, j'aurais beaucoup de plaisir à vous raconter ce qu'on a fait à l'armée, à écouter vos histoires. Vous m'aidez à conjuguer mon amour pour la France et pour Israël. Vraiment, je pense que ce qu'ont fait vos parents ou vos grands-parents, cette façon de se rebeller, de ne pas se soumettre, de rester dans les codes moraux auxquels ils croyaient, c'est aussi les valeurs qui me guident et je pense qu'ils guident tous les soldats qui sont ici et qui ont fait le choix volontairement de servir à l'armée. C'est pas la même cause, mais il y a des valeurs communes. Shlomo Selinger, sculpteur, ancien déporté, né en Pologne, dans une petite ville près d'Auschwitz. Et nous qui travaillons pour dégager les neiges autour, nous devions assister à une pendaison, la première fois que je voyais le mort. Et devant moi, je veux prendre mon moniteur des mouvements sionistes. Quand les cordes étaient mises sur son cou, il prononçait les dernières prières Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Voilà, comme ça que ma vie d'adolescent qui a commencé. Pour nous, alors voilà, encore une vingtaine de petits-enfants de Juste, qui sont les descendants de Juste parmi les nations françaises. Ces héros ordinaires, ces forts de l'ombre, ces gens si modestes, si humbles, si discrets. Eh bien, au fond, ils ont des petits-enfants qui leur ressemblent. Parce que nous venons passer 3 jours avec des jeunes qui ont un cœur immense, qui sont très fiers de ce que leurs grands-parents ont pu faire, qui sont conscients de leur rôle d'ambassadeurs, aujourd'hui, eux aussi, de ce travail de mémoire, ils sont tout à fait conscients de devoir porter aujourd'hui une flamme qui a été celle de leurs grands-parents, qu'ils sont conscients de devoir de façon très solidaire se lancer dans ce combat pour les valeurs, qui ont été celles qui ont été bien utiles durant la Seconde Guerre, mais qui sont tout aussi utiles aujourd'hui. Et il faut effectivement que l'on se rappelle que c'était utile hier, que c'est nécessaire aujourd'hui, et que ce sera peut-être vital demain. Donc voilà, nous avons tenté à la fois de montrer à cette jeune délégation l'Israël qui ne vit pas dans le passé, mais qui n'oublie pas, mais avec quand même une vraie modernité. On a vu un magnifique musée qui montre combien toutes les technologies sont utilisées pour que justement la mémoire ne meure jamais. Et puis nous avons essayé, mais tout ça en quelques heures, donc ils sont tous conscients qu'il va falloir revenir, ce qu'est cet Israël moderne. Celui de Google, par exemple, nous avons été reçus dans les nouveaux locaux
de Google. Et puis quand même, nous avons aussi voulu mettre une petite touche, si ce n'est de militantisme, en tout cas de cette couleur locale, en les amenant visiter un moshav dans lequel nous avons dégusté du fromage de brebis, de chèvre et autres, comme là-bas, hein, j'allais dire, comme là-bas chez nous, tellement c'était bon, et idem pour les vins. Voilà, donc un bel Israël qu'il leur faut maintenant apprendre à mieux connaître, et dont il faut qu'ils parlent en rentrant, comme étant non pas le pays dans lequel on vit à feu et à sang, mais un pays qui est respectueux du passé, des valeurs, et conscient de devoir, dans cette planète, jouer un rôle majeur sur toutes les questions de technologie, d'économie, de croissance, etc. Voilà, je terminerai en disant, et Shlomo, si tu veux bien me rejoindre, que cette année, notre parrain, je dirais mieux, notre star, voilà. Mais oui, c'est Shlomo Selinger. Alors Shlomo, en quelques mots, est un garçon que j'ai rencontré grâce à son fils, et qui est un grand artiste, qui est donc l'auteur de cette magnifique sculpture des Justes à Yad Vashem, qui a été, mais il va vous raconter tout ça, qui a fait Drancy et toutes les œuvres que l'on y trouve, la Courneuve, etc. Tout ça dans un travail de mémoire exceptionnel. Il a une histoire incroyable, il a été déporté, et après la deuxième marche, voilà, de la mort, il était donné pour mort, et son corps sur un monceau d'autres corps de gens qui étaient décédés. Et un officier polonais, soviétique, russe, a dû voir encore en lui un souffle de vie. Je vais te passer le micro. Il a dû voir en lui un souffle de vie, et il a pris son corps et jeté de l'autre côté. Et il aura fallu ce geste-là pour que aujourd'hui Shlomo soit vivant, bien vivant, un bon vivant, je dirais, et voilà, qui fait une œuvre exceptionnelle. Et on est franchement heureux et fiers que tu sois avec nous. Je ne voudrais pas rendre ce micro sans rendre hommage à Jacques Chirac, qui aura donc été le président qui m'aura fait confiance pour me confier des responsabilités gouvernementales, mais qui surtout aura prononcé ce grand discours du Veldiv en 1995, aura fait rentrer les Justes au Panthéon à la fin de son deuxième mandat en 2007, et c'est avec fierté que cette année, notre actuel président de la République, François Hollande, a eu des propos dans le prolongement de ce qui avait été prononcé par Jacques Chirac, et il l'a dit et il l'a reconnu, et il a comme ça continué à faire de la France ce pays qui assume les responsabilités qu'il a eues et qui aujourd'hui veut continuer à défendre ses valeurs. De surcroît, je dirais, et c'est une phrase que je garde en tête, notre président de la République a dit que l'antisémitisme n'était pas une opinion, c'était une abjection. Alors, mes chers petits-enfants de Juste, cette phrase-là, quoi qu'il arrive, ne l'oubliez pas. Merci. Bravo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras. Je m'appelle Marie, j'ai 18 ans, je suis lycéenne, je m'appelle Sabine Gagné, j'ai 31 ans.
Je m'appelle Charles Dietz, j'ai 25 ans. Je suis juriste dans un cabinet de conseil à Paris. J'ai 19 ans, je suis à l'université d'Aix-Marseille en droit. Je suis secrétaire comptable. Je vis en région parisienne temporairement. Je travaille sur des marchés artisanaux. Et je suis propriétaire d'un club, d'une boîte de nuit à Paris depuis 2 ans. Je suis l'arrière-petit-neveu de Dora Rivière, qui vivait dans le bassin stéphanois, donc Saint-Étienne, et qui a organisé un réseau de résistance et de cache d'enfants juifs, donc au Chambon-sur-Lignon, qui est assez connu. Je suis donc la petite fille de Henri Lafoy, qui a été reconnu juste parmi les nations en 2000, avec une cérémonie au musée de la déportation à Lyon. En fait, mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, avait un château dans les alentours de Lyon et a hébergé une famille juive, donc les 2 parents et deux enfants, 2 garçons de 15 et 17 ans, la famille Schwartz, pendant plus d'un an et demi dans un château à côté de Lyon. Et à côté de ça, en fait, mon grand-père, ma grand-mère et mon grand-père étaient également là. Mon grand-père était son futur gendre était revenu des camps de prisonniers et a été embauché dans le château pour être garçon de ferme. Donc il s'est occupé de la famille jusqu'à ce que Lyon passe en zone occupée et que la famille s'en aille pour être plus protégée. Donc je suis l'arrière-petit-fils de Madeleine Dietz, qui habitait à Valenciennes dans les années 40. Elle dirigeait en fait avec son mari, le pasteur Charles Dietz, un foyer qui était un ancien foyer militaire, devenu foyer civil, qui recevait beaucoup de gens pendant la guerre. Donc en fait, la famille Dietz à Valenciennes était liée à cette famille Dreyfusé, qui était une famille dont le mari était directeur d'une usine à Valenciennes. Cette famille Dreyfusé, en 1940, pour fuir les Allemands, s'était installée en Dordogne, vers Cognac, et vivait là-bas, dans la campagne. Or, il est arrivé que le mari Dreyfusé a été arrêté par la police, détenu. Et donc, Madame Dreyfusé s'est trouvée très désemparée en fait, avec ses 5 enfants, elle était assez paniquée. Et donc, elle a contacté mon arrière-grand-mère qui vivait à Valenciennes encore, pour lui demander de l'aide. Donc mon arrière-grand-mère en fait, a traversé toute la France, depuis le nord jusqu'à vers Cognac, pour lui porter assistance. Elle a essayé de voir si elle pouvait faire libérer le mari, mais ça n'a pas été possible. Le mari plus tard a été fusillé malheureusement. Et en fait, elle a dispersé les 5 enfants dans différentes institutions qui étaient dans la région. Elle a aussi caché Madame Dreyfusé. Et ensuite, une fois qu'elle a pu comme ça cacher tout le monde, elle est retournée s'occuper de sa famille à Valenciennes. Alors, mon arrière-grand-père, Pierre Descours, était directeur d'un hôpital à Romans. Et il devait gérer l'entrée, les sorties, les personnes dans l'hôpital. Il était responsable d'une équipe. Et il a accueilli une famille, la famille Descanes, pour les accueillir, pour soigner la mère de famille qui était malade. Elle avait un cancer du sein très avancé, elle était au bord de mourir. Et cette femme, elle avait 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Et après, il a choisi de ne pas l'inscrire sur les registres de l'hôpital pour éviter qu'elle se fasse déporter ou qu'elle se fasse arrêter. Et du coup, elle a été opérée, elle a été placée dans une zone inoccupée de l'hôpital qui était très peu fréquentée, sauf par le personnel en fait. Et après, elle a été soignée par une équipe de chirurgiens qui était dirigée par mon arrière-grand-père. Mais sauf que je crois que l'hôpital il avait été contrôlé juste avant. Donc elle a eu une chance extraordinaire de ne pas avoir été arrêtée. Et j'ai eu le témoignage du petit garçon de la famille qui se rappelle d'avoir joué avec le frère de ma grand-mère. Et il a raconté ça lors de la remise de la médaille. Cette femme qui a été opérée, elle est morte à 93 ans. Elle a eu une vie bien pleine après. Et elle n'a plus de problèmes de santé. Et l'enfant de la famille, Bertrand Kahn, a choisi
Il a essayé pendant 20 ans, il a cherché, pendant de nombreuses années, je ne sais pas si c'est exactement 20 ans, mais il a cherché un membre de ma famille pour réussir à remercier mon arrière-grand-père d'avoir sauvé sa mère, d'avoir sauvé sa famille. Et on n'avait aucune idée vraiment de ce qui s'était passé. Mon arrière-grand-père n'en a jamais parlé. C'était quelqu'un de très humble. Et je pense qu'il a choisi de ne pas en parler parce que ça lui paraissait normal. Mes grands-parents habitaient tous les deux à Marseille. Mon grand-père était premier adjoint à la mairie de Marseille et chef d'entreprise. Ma grand-mère était mère au foyer. En 1943, quand ça a commencé à chauffer dans le sud de la France, on avait une femme de ménage qui était juive. Et un soir, avant de partir, ma grand-mère lui a dit « Non, tu t'en vas pas, tu restes ici ». Elle est restée dans le bureau de mon grand-père qui était pratiquement jamais là parce qu'il y avait beaucoup d'activités. Et donc ils l'ont cachée dans le bureau de mon grand-père jusqu'à la fin de la guerre. Ensuite, à la fin de la guerre, elle a émigré aux États-Unis. Elle a essayé de retrouver des survivants de sa famille en Pologne. Elle en a trouvé, elle leur a raconté son histoire. À la suite de ça, sa famille en Pologne ont voulu retrouver mes grands-parents. Ils ont réussi à les retrouver, ils lui ont envoyé une lettre pour la remercier, etc. Et à la mort de ma grand-mère, en déménageant les affaires, on a trouvé par hasard la lettre de ces personnes de Pologne. Et donc c'est comme ça qu'on a su que notre grand-mère était juste. Donc c'est mes arrière-grands-parents, Lydie et Henri Fournier, qui ont donc accueilli des Juifs pendant la guerre. Ils ont accueilli quatre personnes qu'ils ont cachées, que mon arrière-grand-mère avait installées au premier étage et qui avait fait en fait, c'était le premier étage donné sur la grange. Et dès qu'il y avait un bruit, que le chien aboyait, elle tapait au plafond et ils allaient se cacher, ils avaient fait un trou dans le foin. Donc voilà, ils ont accueilli ces 4 personnes. En 2010, donc mon grand-père m'a souvent raconté l'histoire parce qu'il avait 12 ans, donc il les a connus. Et en 2010, Mika, donc une des personnes, est revenue pour mettre une stèle parce qu'il y avait à côté aussi l'école des prophètes. Mes grands-parents étaient protestants. Mon grand-père était un pasteur. Il a été nommé à Nice en 1941. À l'époque, Nice était encore en zone libre. Et quand les Allemands ont envahi la zone libre, il était dangereux du coup pour des familles juives de rester sur Nice. Et mon grand-père a accueilli des familles juives dans son presbytère et dans le temple, qui était boulevard du Bouchage à Nice. Et il a fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Marcel, qui avait été monté par Odette et Moussa Abadi. Donc il a fait des faux certificats de baptême, il a nourri et logé des familles, il a aidé un jeune juif qu'il cachait parmi ses éclaireurs protestants à s'enfuir d'un convoi de la Gestapo. Donc il a fait un certain nombre d'actions dont nous n'avons pas entendu parler pendant énormément d'années. Mes grands-parents sont décédés en 88. Et c'est une des enfants cachés par le réseau Marcel qui nous a aidés à retrouver des familles cachées par mon grand-père et qui nous a permis de retisser les fils de l'histoire. Alors, je suis l'arrière-petit-fils de René et Hélène Bindel et le petit-fils de Jean Bindel, tous trois reconnus juste parmi les nations. Leur histoire de Juste commença en 1942, où mon arrière-grand-père et grand-mère décidèrent d'accueillir en toute simplicité Guy Deutscher et sa maman Claire. Ils les cachèrent de nombreuses années sur Paris et en région parisienne. Et ensuite, en 1944, si je ne dis pas de bêtises, c'est mon grand-père Jean qui a pris le relais. Mon grand-père engagé en résistance dès le début de la guerre, qui les emmena de Paris à une petite bourgade à l'est parisien qui s'appelle Montreuil-aux-Lyons et qui les cacha dans cette petite bourgade jusqu'à la libération.